j'ai décidé, et ça m'a pris 30 ans de ma vie, de traverser l'Atlantique avec lui et de lui montrer que j'étais un homme et que j'étais un fils. Ouais, j'ai mis ma main dans le feu, je me suis brûlé, je faisais des trucs comme ça. Moi, je me suis beaucoup testé sur ma condition, ma résistance physique. Je me recoue mes plaies tout seul. Bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste, directeur de création associé chez Nutri & Co et je vous souhaite la bienvenue sur Next Step, notre podcast. Nutri & Co est une entreprise française qui veut hisser la nutraceutique comme réflexe du quotidien, préférant la prévention à la curation et l'éducation aux promesses marketing. Depuis le début, chez Nutri & Co, on cherche à démocratiser la science, à expliquer nos produits. C'est ce qu'on fait avec nos infographies, notre chaîne YouTube, notre blog. Dans ce podcast, en revanche, l'idée n'est pas de parler des produits, mais d'élargir l'horizon. On veut parler des sujets qui nous intéressent avec des gens qui nous passionnent. Nous sommes le 24 juin 2021 pour enregistrer l'épisode 5 de ce podcast. Et aujourd'hui, je suis avec Loury Lag, qui est un aventurier, un explorateur. Explorateur, on va dire ça comme ça. Bienvenue Loury. Merci. Moi j'aimerais bien rappeler un peu ton parcours, brièvement. Oui, bien sûr. Donc toi, tu as commencé, il me semble, en faisant la traversée des États-Unis à pied. Oui, ça s'est passé comme ça. C'était ta première vraie aventure, on va dire. Ouais, carrément. Ensuite, tu as traversé l'Asie pieds nus, tu as remonté le Mekong en pirogue. Oui. Tu as traversé le désert des Bardenas en Espagne, pieds nus également. Oui. Tu as fait une expédition en Islande où tu as été le premier Français à traverser le plus grand glacier d'Europe. Exact. Et il me semble que tu restes celui qui l'a fait en le moins longtemps. Ouais, je détiens le record du monde de la traversée, oui. Tu as traversé le désert du Sahara. Oui. Pieds nus ou pas ? Pieds nus, oui, effectivement. Il y a un truc avec les pieds nus. Ouais, il y a clairement un truc avec les pieds nus, on aura l'occasion d'en parler, mais oui, carrément. On racontera. Et tu as fait 3500 km à ski sur les mers gelées du Canada, au-delà du cercle polaire arctique. Oui. Voilà. Et il me semble que tu as également traversé l'Atlantique à la voile avec ton père. Exactement. Voilà. Ah, et tu t'es fait piquer par des scorpions, enfin et tout. Ouais. Après, il y a tous les aléas du direct, effectivement. Quand on mène cette vie, on aura vraiment l'occasion d'en parler. Et aujourd'hui, j'accueille de nouveau Édouard. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu à ce micro. Édouard voulait commencer par discuter un petit peu avec Loury pour pourquoi est-ce que Nutri & Co a envie de travailler avec un aventurier. Je te laisse la parole, Édouard. Merci JB. Bonjour à tous. Alors effectivement, donc Loury, on est vraiment très content de te recevoir aujourd'hui. On a pu déjà discuter un petit peu en off et on a pu confirmer qu'on avait vraiment des visions qui étaient alignées. Et pour nos auditeurs, il me semblait important en fait de replacer le contexte de finalement pourquoi est-ce que Nutri & Co accueille un aventurier, pourquoi est-ce que les valeurs de l'aventure et de l'exploration comptent énormément en fait dans notre démarche. En fait, chez Nutri & Co, on a une vision de la nutraceutique, c'est qu'elle va participer à l'évolution de notre espèce. Dit comme ça paraît être quelque chose d'un petit peu farfelu, mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on est convaincu que l'être humain est une formidable machine d'adaptation et que ça a fait son succès. L'être humain a à peu près 300 000 ans aujourd'hui, et on a 290 000 ans d'exploration de continents, etc. Donc cette démarche de l'exploration, de l'aventure, fait partie de notre patrimoine génétique, et c'est ce qui nous a amené à nous hisser aujourd'hui. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est rattrapé par un certain matérialisme, un certain confort bourgeois, il faut l'accepter. Mais pour autant, on a envie d'aller retrouver en fait cette logique d'exploration qui nous anime et qui est en nous. Et aujourd'hui, nous, on a la conviction que la nutraceutique peut aider en fait à ce dépassement de soi, peut aider à vivre plus intensément, peut nous aider à dépasser nos limites et à retrouver en fait un petit peu cette dynamique aventurière de nos ancêtres qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'on est très heureux de t'accueillir aujourd'hui, parce qu'on a un digne représentant de l'espèce Homo sapiens, et donc on va échanger autour de ça aujourd'hui. Eh bien, merci de me recevoir, très honoré encore une fois, je le répète, d'être ici et de partager toutes ces valeurs avec vous, en plus de découvrir effectivement les produits qui m'intéressent dans ma vie quotidienne et dans mon dépassement, donc avec plaisir. Bon, top. J'enchaîne du coup, moi j'ai préparé quelques petites questions. Avec plaisir. Au début, c'est des questions un peu classiques. Je sais que tu es passé d'entrepreneur à explorateur. Alors c'est presque un synonyme, mais pas tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer finalement ce qui t'a amené à passer d'une vie d'aventure à une autre ?
Oui, clairement. C'est vrai que moi, j'ai commencé ma vie entrepreneuriale assez jeune, en fait, en essayant de créer des concepts, de monter des business. Certains ont réussi, d'autres pas. Et j'ai toujours été aussi très lié à la nature, très lié à l'aventure. Et le concept de l'expérience outdoor ou de l'exploration, entre guillemets, est très attenant au monde de l'entrepreneur. Pourquoi ? Parce que c'est une aventure humaine incroyable, on rencontre beaucoup de personnes, on doit financer des projets, on doit choisir du matériel, on a des hauts, on a des bas, on a cet ascenseur émotionnel dont on parlait tout à l'heure. Et c'est vrai que moi j'ai réussi, en fait j'avais la folle idée de croire que réussir dans la vie c'était réussir professionnellement et s'accomplir professionnellement. Et c'est vrai que je suis issu d'une famille très carrée, très catho, pour laquelle en fait avoir 20 employés ou avoir une publication dans un journal local en fait fait la fierté de la famille. Et je suis passé par ce processus un peu classique en fait de me bâtir petit à petit. Et en fait, après avoir réussi plusieurs de mes objectifs, plusieurs de mes défis, qui étaient de monter une entreprise, de la rendre pérenne, de créer un nouveau concept et de le mener à son top, de gagner... Dans quel domaine Oui, c'est vrai que j'ai monté, c'est essentiellement dirigé vers l'immobilier et la construction de maisons écologiques. Et donc, voilà, j'ai toujours eu cette envie de trouver des concepts novateurs. Et c'est vrai que j'ai eu cette chance de tomber sur ce concept, un concept français de maison écologique, pour lequel j'ai extrêmement bien réussi. Et quand je suis arrivé au bout de ce constat, je me suis dit, ok, c'est super, c'est fait. Mais clairement, c'est pas ça qui m'intéresse. Gagner de l'argent, effectivement, ça fait partie d'un quotidien et c'est quelque chose auquel la plupart des gens aspirent. Mais quand on arrive à un certain stade, je pense que, en tout cas, moi, j'ai compris personnellement que c'était pas du tout mes priorités et que si j'avais plutôt été dans un engrenage matérialiste de consommation qui m'avait poussé à avoir une belle voiture parce que je gagnais bien ma vie et à en offrir à ma femme et ainsi de suite. Et à un moment donné, je me suis regardé dans la glace et je me suis dit, je passe 2 semaines sur 4 à l'extérieur, je vois pas mes enfants. J'ai une alimentation qui est déplorable. Je fais des repas avec des commerciaux, je m'entretiens pas, je fais pas de sport. Et je me suis dit, c'est pas du tout ça que j'ai envie de faire. Et du coup, j'ai décidé de tout plaquer. Et en fait, pour faire un break, au tout départ, ça a commencé comme ça. Je me suis dit, je vais faire un break et je vais repartir en fait là où je me suis senti heureux dans ma jeunesse, c'est-à-dire partir seul à l'autre bout du monde. J'ai pris un billet, j'ai terminé en Asie. Et en Asie, rien ne s'est passé comme prévu. J'ai perdu mon sac et tout, je me suis retrouvé sans rien et tout. Et je me suis dit, voilà, je suis mis à l'épreuve, vraiment. C'est plus de l'aventure, c'est de la survie. Là. Ouais, il y a en vrai, et puis ce côté survie, en fait, on en rigole aussi, mais il est très présent dans la vie de tous les jours. C'est vrai que quand on monte une entreprise et quand les gens ne croient pas en nous et que on n'a pas d'argent pour payer ses factures, bien ce mode de survie, en fait, il y a beaucoup de choses très similaires dans ces deux mondes, entre le monde de l'entrepreneuriat et le monde de l'aventure. Et en fait, quand je suis parti donc en Asie et que j'avais perdu toutes mes affaires et que j'étais à la limite du burn-out, je me suis dit, ok, en fait, c'est ça que j'aime, quoi. C'est ça que j'aime, c'est me retrouver seul, me retrouver dans la mouise, devoir m'en sortir. C'est là que je me sens vivant, en fait. Et toute ma vie, elle a été très dirigée sur ce côté très extrême, que ça soit dans l'entrepreneuriat ou que ça soit dans la vie de parents ou dans tout ce que j'ai entrepris. J'ai toujours décidé de le faire à 200%. Et donc j'ai switché à un moment donné en me disant ok, en fait, je vais repartir de zéro et je vais monter des expéditions extrêmes. Et comment ont réagi tes proches autour de ça ? Parce que j'imagine que du coup, il y a eu un rapport au danger qui a totalement évolué. Quoi. Alors le rapport au danger, oui et non dans un sens, parce que moi je suis un enfant très casse-cou, je suis atteint d'un syndrome qui s'appelle le syndrome d'analgésie congénitale, qui est un syndrome en fait qui permet à une personne comme moi de moins ressentir la douleur. Ça veut dire que je ressens la douleur en fait,
mais mon seuil de douleur est beaucoup plus lointain que la norme. Et donc du coup, très jeune, c'est bordélique. On se retrouve avec des problèmes qui sont pas visibles et donc du coup qui sont pas détectables. Et mes parents ont dû faire face à mon côté casse-cou, couplé avec ce syndrome-là, qui fait que non, on est dans l'extrême, il y a de la peur et mes parents m'ont éduqué comme ça. Donc le fait que je me dirige vers ça, mais ma famille me fait confiance. En fait, à chaque fois que j'ai décidé de partir d'un projet et de le mener à bien, j'y suis arrivé. Ça m'a pris du temps, certaines fois plus que d'autres, mais j'ai réussi. Et donc c'est vrai que quand je me suis converti entre guillemets, il y a une dimension énorme puisque j'embauchais mon propre père. En fait, ça faisait partie de mes objectifs de vie de me dire un jour je vais embaucher mon père. Il va travailler avec moi, il va travailler à mes côtés. Et donc quand je suis arrivé là et je lui ai dit je plaque tout et tout, et lui il m'a dit mais non mais t'es au top de ta vie et tout. Et personne n'a compris. Et à la fois, je me suis senti investi d'une mission au sein de ma famille. C'était de leur prouver, de leur montrer que voilà, ma quête du bonheur, elle est plus importante en fait que la réussite sociale. Et donc, ils l'ont plutôt mal pris au départ. Enfin, ils ont été très sceptiques. Et il a fallu que je me donne pendant 1 an, 2 ans avant de... Alors, j'ai une question sur cette logique de quête du bonheur. Quand tu dis quête du bonheur, est-ce que c'est pas plutôt une quête de destinée ? Parce que, si je me permets de te poser cette question, c'est parce que le bonheur est un état qu'on ne connaît qu'en étant malheureux. Parce que finalement, on a besoin d'un élément de comparaison pour se dire là, je suis heureux alors qu'avant, je ne l'étais pas. Et j'ai l'impression que dans les... Alors moi, je ne suis pas explorateur, donc là, je me remets totalement à toi. Mais dans les explorations, bon, il y a quand même une certaine souffrance qui peut faire atteindre une certaine plénitude. Oui. Mais est-ce que c'est similaire au bonheur, ou alors est-ce que le bonheur c'est plutôt justement d'aller chercher cette destinée, de dire tiens j'ai fait ça, j'ai battu tel record. Je pense que c'est un tout, si tu veux mon avis. Je pense qu'en fait il y a une chose qui me permet d'être très heureux dans la vie de tous les jours, c'est que d'avoir dû faire face à des situations très extrêmes te rend beaucoup plus flex dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que tu te satisfais de choses bien plus simples et que tu as certainement oublié dans un quotidien. Emmener tes enfants à l'école, dormir dans un lit, avoir de l'eau au robinet. Moi, tout ça, ça me permet de prendre beaucoup de plaisir, en fait. Et de me dire, OK, je vais relativiser sur ma condition humaine en tant qu'humain et sur les petits bonheurs qu'en fait, on n'arrive plus à voir parce qu'on est dans cet élan. Et donc, déjà, il n'y a rien que cette partie-là. Effectivement, après, il y a cette partie défi. Moi, chacun est différent. Mais moi, j'ai cet ego peut-être mal placé de vouloir laisser une trace en fait de ce que j'entreprends dans ma vie et cette quête de défis et voilà ou de bonheur potentiel passe effectivement par toutes les phases en fait de réussir, de pas réussir, d'être bien, de pas être bien dans sa vie. Mais clairement. On n'aura jamais vraiment la définition du bonheur, en fait, elle est propre à soi. C'est juste que moi, j'ai réussi à trouver ce qui me permet de jongler entre mon égoïsme pur qui me fait du bien et la vie sociale. Sur un plan plus pratique, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu prépares tes expéditions ? Quand je dis comment tu prépares tes expéditions, c'est déjà comment te vient l'idée de l'expédition ? Parce que contrairement à une compétition sportive où tout est déjà organisé, où tu as juste à te préparer, là, il faut penser au défi que tu vas te lancer. Comment tu la prépares également d'un point de vue logistique, financier, physique et mental, et globalement, combien de temps ça te prend ? Ok. Donc la jeunesse du projet, puisque c'est le point de départ, entre guillemets, comment on choisit l'aventure qu'on va mener. Donc moi il faut savoir que, et je le dis aux auditeurs qui nous écoutent, je ne suis pas spécialement un exemple à suivre puisque je suis autodidacte et j'ai beaucoup appris à travers mes aventures seul et qu'il ne faut pas faire ce que je fais. Moi j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie et j'ai peut-être quelque chose qui fait que je m'en suis toujours sorti, mais clairement il y a une voie un petit peu plus classique qui te permettra d'accéder à ce type d'expédition ou d'expérience. Mais voilà, donc moi je suis un petit peu un cas à part, donc la jeunesse de mes projets, elle se fait souvent sur quelque chose qui n'a jamais été fait. Je cherche un exploit sportif qui n'a pas été fait et je cherche quelque chose de très puriste. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un air aussi où partir 15 jours au bout de son jardin et faire une belle vidéo pour faire le buzz, ça fonctionne. Moi, clairement, ça marche pas chez moi. Moi, il faut quand même que ce soit très dur, très vrai et très authentique. Donc le choix de mon projet, il est très dirigé sur
Est-ce que ça a déjà été fait? Si ça n'a pas été fait ou si ça a été fait, comment je vais réussir à le masteriser et à le réinventer? Ensuite, quand on a son projet, effectivement, il y a la viabilité du projet. Donc la viabilité du projet, elle passe par 2 points assez essentiels, c'est l'équipement et le financement. L'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, tout dépend des expéditions qu'on fait. Moi aujourd'hui, l'un ne va pas sans l'autre. Les équipements, pour redonner une idée aux gens qui nous écoutent, moi je lève 80-100 000 euros d'équipement par an en dotation. Et à côté de ça, une expédition, celles que je mène, elles vont de 80 000 à 300 000 euros l'expédition à l'année. Mais ça va être quoi comme équipement? Alors en fait, tout va dépendre clairement du biotope où tu vas, mais si c'est de l'équipement, ça va être de l'équipement polaire, tu vas avoir des poulkas, c'est des espèces de luges dans laquelle on met son matériel et qu'il faut traîner. Ensuite, tu vas avoir téléphone satellite, GoPro, tout ce qui est hi-fi, les sous-couches, la nourriture, les tentes, les duvets, et en fonction du biotope où tu vas, forcément, et de la discipline dans laquelle tu vas t'exercer, eh bien, tu as un matériel qui est adapté. Effectivement, ton baudrier ne va pas spécialement te servir à la voile, par exemple, ou ton bateau ne va pas spécialement te servir dans le désert. Voilà, ça coule de source. Et c'est vrai que, du coup, ça démultiplie complètement la panel de produits qu'il faut que tu acquières. Donc ça, c'est la première des choses. Donc, le premier step sur lequel les gens vont essayer d'aller, c'est ok, je vais essayer d'avoir de la dotation produit pour monter à bien mon expédition. En fait, c'est comme ça que ça se passe dans les prémices. Quand tu as passé ces 3 aventures que tu as faites, à un moment donné, il faut de l'argent. Il y a de la logistique, il y a des billets d'avion, il y a de la sécurité, il y a des assurances. Et quand tu commences à te dire, je vais en faire mon métier comme très peu de gens en fait en France et encore moins à travers le monde, il faut te payer, il faut gagner sa vie, il faut qu'il y ait un sens des affaires pour que tu puisses faire vivre ta famille et ainsi de suite. Une fois que tu as ton projet, une fois que tu as tes équipements et que tu as, admettons, tes financements qui viennent de différentes manières, en fait, tu peux avoir du mécénat, tu peux avoir des entreprises qui vont t'accompagner en tant que sportif, tu vas avoir des prestations pour lesquelles tu vas travailler, tu vas fournir des stages, enfin, les manières sont assez... c'est assez varié. Voilà, c'est assez varié en fait. Tu peux toi, si tu es créatif, inventer des choses qui vont te permettre d'avoir des sources de revenus. Donc, une fois que tu as ces 3 éléments-là, donc que tu as ton projet, que tu as ton équipement et que tu l'as fait financer, il y a la phase de préparation. Donc, la phase de préparation, elle est, on va dire, tridimensionnelle puisque préparation mentale, préparation physique et tu as la préparation entre guillemets logistique. Donc la préparation physique, c'est les entraînements pour lesquels tu vas te mettre en situation. Donc des fois on part, l'année dernière on était au cercle polaire arctique en Norvège pour s'entraîner et se mettre en situation similaire entre guillemets, conditions réelles. Ensuite tu vas avoir les entraînements sportifs classiques pour lesquels aujourd'hui moi je m'entraîne beaucoup, donc 5 entraînements à 7 par semaine en fonction de ce que je veux faire, les inscriptions dans des courses officielles pour te dépasser ou pour te trouver des similitudes avec les expéditions que tu mènes. Donc moi j'ai décidé de faire beaucoup de courses cette année pour me mettre en difficulté. Ultra trail du coup principalement. Ultra trail, marathon. Cette année moi je fais l'UTMB, je fais le marathon des sables. Tu fais UTMB ça? Ouais, je fais UTMB, marathon des sables, gravel, donc multidiscipline. Donc voilà, l'idée c'est que en fonction de l'aventure que tu vas mener, il faut choisir aussi son moyen de locomotion. Et chacun va se diriger de la manière dont il veut, sans moyen motorisé ou alors sans prise en charge d'une manière ou d'une autre. Donc il y a cette préparation, elle est très importante. La préparation mentale, c'est pour moi de loin la plus importante. Comment je vais préparer mon entourage au risque de mort, parce qu'il faut en parler en fait. Tu peux ne pas rentrer, clairement. Donc comment tu prépares ta femme, qu'est-ce que tu vas mettre en place, les assurances, qu'est-ce que tu vas avoir. La préparation mentale, c'est en gros, si je fais tout pour que quand je suis avec les gens que j'aime le plus au monde, tout va bien et je les prépare. Quand je suis en expédition, en fait, j'enlève... t'es tranquille là-dessus. En fait, t'es jamais tranquille, mais par contre, tu diminues considérablement l'impact que ça va avoir. Bien sûr. Demain, je te dis, moi, ça m'est arrivé de partir en aventure et tout, avec la mère de mes enfants qui était enceinte, et déjà ma grande fille qui était née.
Et en fait, elle n'était pas immunisée contre la toxo quand elle était enceinte. Et en fait, ça peut avoir des conséquences désastreuses dans la vie d'une femme. Et alors, quand tu apprends ça à l'autre bout du monde, t'es pas bien, quoi. Toi, tu te sens vraiment nul, quoi. Tu te demandes mais pourquoi tu fais ça et tout. Donc il y a toute cette dimension là que tu dois préparer, et en fait maintenant c'est des codes. Les gens m'embêtent jamais avec des mauvaises nouvelles, ou les gens m'embêtent pas avec des choses qui peuvent me casser le moral. Ils les gèrent, ou alors j'ai fait tout ce que j'ai pu pour le gérer. Donc cette phase de préparation elle est très importante. Et ensuite tu as le côté logistique. La logistique c'est un point extrêmement important, puisque le mauvais choix de ton matériel ça s'arrête. Le mauvais choix d'une évacuation, tu meurs. Le mauvais choix d'une personne qui te donne la météo, tu chavires, et ainsi de suite. Tu as une préparation sur des cartes, j'imagine, non, pour baliser ton tracé? Complètement, en fait. Tous les tracés sont faits. On va essayer de faire des repérages même, on va essayer de faire pas mal de choses. Mais bon, il y a cette dimension de ce qu'on va chercher aussi, qui est l'aventure, la vraie. Tu as l'incertitude. Exactement. Elle est élevée, ouais. Je ne connais pas là où je vais. Voilà. Et là, typiquement, en regardant les cartes sur le pôle Nord et tout, sur la progression, sur les mers gelées du Canada, dans l'aventure dans laquelle on était, on voyait pas qu'il y avait ces champs de Pâques. Tu vois, les champs de Pâques, c'est la formation de l'eau qui se congèle de l'état liquide à l'état solide, qui fait sortir en fait des espèces de vagues qui congèlent et qui font des champs de Pâques à perte de vue, et pour lesquels en fait tu es obligé de slalomer, de tirer, de passer au-dessus. Et donc c'est un enfer. Okay. Donc voilà, cette dimension-là, elle est super importante, et une fois que tu as réussi à faire tout ça, partir, c'est la meilleure des choses. Et dernière question avant d'enchaîner sur le thème suivant, est-ce que tu peux nous parler du coup de ta prochaine expédition? Alors, dans un sens non, mais on va la survoler. Moi j'ai pour habitude de jamais promotionner ou parler de mes expéditions tant qu'elles sont pas 100% viables. Et aujourd'hui elle n'est pas 100% viable, puisqu'elle est en cours de création, de financement, et ainsi de suite. Donc oui, moi, la seule chose que je peux dire, c'est que j'ai décidé de me confronter à pratiquement tous les éléments du monde, c'est-à-dire la mer, le soleil, l'eau, le vent, tous les éléments naturels, et de me mettre vraiment en difficulté sur de la multidiscipline, sur un tour du monde complet. Voilà. D'accord. Donc j'espère que c'est un beau teasing. Ouais, non, très bien, très bien. Mais voilà. Là, ça prouve qu'on est en live, qu'on est transparent, ouais. On n'avait pas parlé avant. Ouais, carrément. Mais non, mais c'est un très bon teasing. Ça nous suffit amplement. Moi, je pense que tu vas sur la station spatiale internationale et que tu sautes. Ouais, au fin fond des abysses. Il y a des projets sur lesquels j'avais taffé et tout, comme ce mec qui part à 7000 dans l'atmosphère et tout, et qui saute, qui t'atterrit dans le filet là. Je sais pas si vous avez vu ça, c'était un truc de fou. Ça me botte de fou, quoi. C'est intéressant. Demain, tu te vois astronaute ou pas? Ouais, alors c'est une question qui revient pas mal d'ailleurs. Non, je me vois pas astronaute. Pourquoi? Parce que c'est de la monodiscipline. Donc évidemment, il y a beaucoup de choses à travailler pour devenir astronaute, et il faut un panel de compétences hors pair, et évidemment on souhaite beaucoup de chance à notre Français qui est en haut. Mais clairement, moi c'est trop dirigé sur un domaine. Et ce que j'aime en fait dans l'exploration et dans l'aventure, et pour moi ce qui fait vraiment un explorateur, le concept de l'exploration, déjà c'est l'épopée, c'est la multidiscipline, le multibiotope. En fait, après, on se spécialise, mais du coup, on n'explore que dans un domaine. Donc, ce qui perd un peu de son sens pour moi. Et puis, c'est avant tout des scientifiques, des ingénieurs qui sont là aussi. Ils sont là oui, aussi pour, exactement. C'est pour des données. Ils parlent 12 langues. Ouais. Voilà. Moi, je parle pas 12 langues, clairement. Mais très admiratif, en fait, de ces procédés, clairement, parce que je trouve qu'en fait, il y a toujours cette dimension quand je vais aller chercher, moi, dans une discipline, c'est vraiment devenir le meilleur et essayer d'optimiser beaucoup de choses dans ton quotidien, dans ta façon de te nourrir, dans ta façon de t'entraîner, et ça j'adore. Il y a un côté se mettre en danger aussi. Complètement. Je pense qu'on ne peut pas effacer quand on est dans l'espace. La prise de risque est énorme. Ouais. Donc oui, carrément, le mec est dingue, on va le dire comme ça. Bon, top. Il y a un thème qui est très cher à JB, c'est l'écologie. Tu veux dire quelques mots dessus? Alors, on va redescendre sur Terre. On va parler un peu d'écologie. Ouais. Et en fait, j'aimerais bien aborder ce sujet d'un point de vue... alors, éviter les grands discours et les grandes intentions, mais repartir sur quelque chose de beaucoup plus pratique. Quelle est, on va dire, la meilleure expérience d'écologie pratique que tu aies pu voir dans tes différentes expéditions?
La meilleure écolo, ouais, alors ça c'est une très bonne question, puisque moi en fait c'est vrai que ce concept d'écologie il se passe dans plusieurs domaines, et à la fois pendant l'expédition c'est peut-être le plus petit domaine. Le plus gros domaine je pense qu'il se passe à la maison, l'autre il se passe dans ton impact carbone par rapport à ta logistique, et en dernier je crois qu'il se passe dans ta façon de te nourrir, dans ta façon de pas laisser de traces, de gérer tes déchets, tout ça. Donc ma plus belle expérience ça reste une mission humanitaire que j'ai montée avec mes 2 filles. Moi je suis très fan du Maghreb, et donc je les ai emmenées au Maroc. On a monté une aventure où en fait on a fait le choix de travailler avec des associations pour aller distribuer des revues sur le cycle de l'eau, sur la pollution, puisque juste à côté de chez nous, en fait à quelques centaines de kilomètres, il y a des gens qui sont beaucoup moins sensibilisés à l'écologie que nous, comme on peut l'être en Europe ou en France, et je voulais montrer à mes enfants en fait la brutalité et la violence de ce que pourrait être la planète, ce qu'elle est en train de devenir si on n'en prend pas soin. Et j'ai toujours préféré une action à 1000 mots. Et c'est vrai que quand je dis à mes filles non mais passez pas 30 ans sous la douche, ou que je dis tirez pas la chasse après un pipi, ou que je leur dis pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, quand je les ai emmenés là-bas et qu'on voit des décharges à ciel ouvert, et que des enfants font la manche pour avoir une bouteille d'eau, et que c'est mes filles qui leur offrent une bouteille d'eau, là ça a du sens. Et je pense que la plus grande chose à faire, et ce qui reste ma plus belle expérience, c'est la passation, c'est de montrer en fait la réalité du terrain, en essayant d'être le plus pragmatique et le plus pédagogue possible pour pas brutaliser les gens. Mais voilà, je pense que c'est important de se rendre compte de l'état dans lequel très avancé on est, et ce qu'on peut faire nous à notre échelle, parce que c'est aussi un grand questionnement. Qu'est-ce qu'on peut faire chez nous, comment on peut faire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire des efforts mais qui comprennent pas, et puis casser les codes aussi. Voilà. Ça m'amène à une autre question. J'ai l'impression qu'en écologie, en tout cas les gens qui réfléchissent à ces sujets, il y a un certain nombre de gens qui sont assez optimistes et d'autres qui sont assez pessimistes. Ouais. Dans quelle catégorie, si tant est qu'on puisse vraiment faire deux catégories Alors moi je suis très pessimiste sur l'état de la planète et sur l'avenir, mais par contre je suis d'un optimisme hors pair, et donc j'ai envie d'avoir foi en l'humanité, j'ai envie d'avoir foi en l'humain. Et c'est vrai que j'ai vu des choses incroyables aussi à travers mes aventures, où j'ai vu des gens se soulever, où j'ai vu des gens, des communautés entières se rassembler pour une cause comme l'écologie. Et je pense qu'on manque de ça, nous. En fait, on manque de cette passion, de cette ferveur un peu naturelle qu'on va trouver ailleurs dans notre pays, parce qu'ils sont plus en danger. Enfin, on a l'impression qu'ils sont plus en danger. Mais oui, voilà, clairement, on est dans la merde, on va se le dire comme ça. Franchement, c'est très très dur. Et moi je me suis retrouvé dans des situations où c'est des endroits qui sont extrêmement reculés, et tu te dis putain mais comment ça peut arriver là quoi, comment là, alors qu'il n'y a personne, qu'il n'y a pas un chat, et que je suis venu chercher cette authenticité et cette folie, cette beauté, il y a des déchets. Tu peux donner un exemple ? Ouais, moi par exemple la première partie de mon expédition qui était donc en Islande. L'Islande en fait il faut savoir que c'est un pays qui est très réputé pour sa propreté, pour son côté clean et tout était nickel et tout. Et moi, quand je suis parti en Islande pour cette expédition polaire, j'ai voulu scinder mon aventure en 2 parties. La première, elle était très dirigée sur, je pars de Reykjavik et je vais en bas du glacier et je ramasse tous les déchets sur ma route pour montrer une chose, pas que le pays est sale, pas qu'il y a des déchets, mais en fait pour montrer que c'est nous qui nous retrouvons volontairement dans cette situation. L'Islande, c'est un pays, il y a 5 ans, il y avait 200 000 visiteurs. Aujourd'hui, l'Islande, c'est 3 millions de visiteurs chaque année. Sachant qu'ils ont une population de 300 000 individus, je crois. Exactement. Donc, ce que je veux t'expliquer, c'est que moi, j'ai voulu dénoncer aussi le tourisme de masse, comme on l'a fait en Indonésie, comme on l'a fait en Australie, comme on l'a fait dans plein de pays où les gens sont arrivés avec leurs grosses pattes au gaz et ont rien respecté. En fait, ça part de là aussi. C'est pas parce que tu vas aller découvrir un endroit et tout que tu dois rien respecter. Et en fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que le tourisme de masse ou l'écologie, elle est souvent due à une volonté bonne en fait. Au départ, ça part d'un bon sentiment, je veux aller visiter ce pays, et puis en fait 100, 200, 300, 400 000, 1 million, infrastructure, construction, pollution, et en fait voilà, tout est généré
parce qu'on va faire, nous, avec notre propre volonté, qui est aussi, qui a le même impact dans notre vie de tous les jours sur ce qu'on est capable de faire. Moi, voilà, par exemple, je me suis mis 2000 balles de filtre à eau pour pas acheter de bouteilles en plastique et pour boire l'eau du robinet. Voilà, tout le monde peut pas faire ça, mais en tout cas, ça fait partie de mes engagements dans un quotidien à la hauteur de ce que je suis capable de faire. Je vais me fournir en vrac, je vais faire plein de choses, plein de petits gestes, et après, voilà, c'est décliné en fonction de ton engagement. Moi, j'ai des scènes de vie où ma fille, elle est en larmes, elle éclate en sanglots quand j'arrive dans un endroit et qu'il y a plein de déchets. Elle ne comprend pas. Et quand on était au Maroc et qu'on se retrouve dans une déchetterie, j'ai des images d'elle en train de pleurer à chaudes larmes parce qu'elle ne comprend pas en fait. Elle a envie de se dire, je vais tout ramasser. Et donc voilà, il faut apprendre le juste milieu. Il faut montrer aussi ce qu'on est capable de faire chez soi dans un quotidien avant de vouloir refaire le monde chez les autres, quoi. Ouais, bien sûr. Ça m'amène du coup sur une autre partie qui est celle de la transmission. Ouais. Parce que donc, tu nous as parlé de tes filles, tu nous as également parlé de ton père. Oui. Tu as fait des expéditions avec les deux. Ouais. Comment est-ce que... J'imagine que pour toi, ça a une place très, 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 très importante. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de cet aspect de transmission, de transmettre ce que tu vis à tes proches ? Moi, je pense clairement, et c'est très prétentieux ce que je vais dire, mais que je suis fait de quelque chose de différent qui me permet en fait d'avoir cette bêtise de vouloir unir les gens, de vouloir les rassembler, de vouloir unifier des belles choses en fait, des belles valeurs. Voilà, de par mon expérience des fois douteuse et des fois extrême, je me suis retrouvé à devoir faire face à la mort et tout ça. Et c'est vrai que moi j'ai un concept de temps qui est très difficile à entendre, c'est que moi j'ai pas le temps en fait, j'ai pas le temps de me prendre la tête, j'ai pas le temps de me disputer avec une personne, j'ai pas le temps de ci, j'ai pas le temps de ça, et donc ça passe effectivement par passer le plus de moments possibles avec les gens que j'aime et casser justement, voilà, moi si vous connaissez pas mon histoire, moi j'ai une histoire très très dure avec mon père. Je suis enfant battu, j'ai une histoire très violente en fait qui m'a poussé dans mes retranchements toute ma vie, et moi j'ai décidé de bosser très fort pour lui montrer que justement le pardon ça peut exister, et donc j'ai décidé, et ça m'a pris 30 ans de ma vie, de traverser l'Atlantique avec lui et de lui montrer que j'étais un homme et que j'étais un fils et que voilà, et que j'avais envie de lui faire passer plein de belles valeurs. J'ai pris mes enfants, je les ai mis sur son bateau, on est descendu du bassin d'Arcachon jusqu'en Espagne, et moi, j'ai pas besoin de parler en fait. Quand je vois mes enfants dans les bras de mon père sur son bateau qui est en train de réaliser son rêve de gamin, tout est dit. Donc j'ai pas besoin spécialement d'en rajouter. Et c'est vrai que ça c'est important pour moi, et cette chose dont je dis que je suis un peu fier, et à la fois, bon, c'est peut-être un ego mal placé, mais il faut quelqu'un qui soit déclencheur. Voilà. Moi, je suis déclencheur, quitte à ce que ça foute les gens un petit peu dans la mouise et qu'on ne soit pas toujours d'accord et que ça clash. Mais en attendant, c'est cette action-là qui fait réfléchir, qui fait accepter, qui fait évoluer et qui permet aujourd'hui d'avoir des relations saines avec les gens qui m'entourent. Ouais, très beau comme histoire, en tout cas, d'être revenu vers son père comme ça. Franchement, c'est émouvant. Ouais. On va passer sur une partie qui concerne vraiment plus spécifiquement le dépassement de soi. Oui. Les transformations, on va dire, ce que tu as imposé à ton corps, c'est beaucoup plus hard et extrême que ce que vont vivre la majorité des gens sur cette planète. Est-ce que tu as des exemples d'adaptation extrême de ton corps, quand tu fais des centaines de milliers de kilomètres à pieds nus? Qu'est-ce qui se passe en fait sur ton corps à ce moment-là? C'est une très belle question. En fait, déjà je vais y répondre en disant que mon concept de vie, il est très dirigé sur l'exploration, et l'exploration, ça passe par une très grande introspection, donc c'est un travail sur soi, et en gros, moi j'arrive pas très bien à comprendre
peut-être que voilà, je suis un petit peu bête, mais j'arrive pas très bien à comprendre comment on puisse m'imposer des choses en me disant ça c'est bon pour toi. Voilà, toute ma vie en fait, moi j'ai juste pas écouté ça et j'ai voulu tester les choses, donc marcher pieds nus, j'ai voulu prendre une bûche pour savoir si vraiment ça me faisait mal. J'ai remis les fondamentaux en question. Une bûche, c'est-à-dire Ouais, j'ai mis ma main dans le feu, je me suis brûlé, je faisais des trucs comme ça. Ouais. Moi, je me suis beaucoup testé sur ma condition, ma résistance physique. Je me recoue mes plaies tout seul. Je fais plein de choses comme ça pour savoir en fait qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon pour moi et qu'est-ce que mon corps est capable d'accepter. Et à la fois, en fait, c'est simplement, dans un sens, une façon de mieux se connaître. Et qui de mieux que toi-même peut savoir ce qui est bon ou pas pour toi. Donc, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Et je prends très souvent cet exemple en conférence de Forrest Gump, qui est sur son banc et qui disait maman disait toujours la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber, il faut goûter pour savoir. Et c'est la vérité. Et donc du coup, oui, j'ai traversé des déserts pieds nus pour ressentir la sensation, pour me dire je suis capable de le faire. Et typiquement, là où je me sentais incapable dans ce type d'exploit, c'est ce qui m'a développé mon système immunitaire par la suite. Et en fait, une action a une consonance qui m'a permis de découvrir quelque chose de nouveau. Et en fait, toute ma vie, ça a été comme ça. Et donc, c'est pour ça que oui, j'ai envie de maltraiter mon corps pour savoir où c'est qu'il est capable d'aller. J'ai envie de découvrir des situations extrêmes et de me mettre au bord du gouffre pour me sentir vivant. Et oui, j'ai envie de tester des choses pour tout simplement découvrir, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que tu dis que donc de mettre ton corps en aventure comme ça a boosté ton immunité, quoi. Complètement. Donc et ça, j'en ai des... Toi, t'attrapes pas le Covid, c'est le Covid qui t'attrape, quoi. Exactement. Mais typiquement, je suis venu avec mon test Covid ici, et avec le test sanguin qui n'est pas un test PCR pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, en fait, on regarde la trace d'un éventuel passage, puisque bon, des fois, les gens sont asymptomatiques, donc tu l'as eu, tu le sais pas. Et il est pas chez moi, quoi. Voilà. Il est pas trop la porte d'entrée. Il est pas là, quoi. Il est rentré, il est arrivé, il est parti. Voilà. Non, mais on en rigole parce que c'est des blagues et tout ça, mais ça a un sens dans ma vie parce que voilà, moi, j'habite dans une ville à Biarritz où c'est un monde de surf, c'est un monde de diode, c'est un monde de la mer où on va profiter des vagues, on va surfer et qui a un vrai bienfait sur moi, sur ma personne. Je marche pieds nus, je vais faire mes courses pieds nus et clairement, je ne tombe pas malade. En fait, c'est hôpital ou rien du tout. Voilà. Donc après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je ne prends pas de médicaments, je ne prends pas de pour les maux de tête parce que même si j'en ai, je ne vais pas prendre des cachets. Donc après, c'est un mode de vie et effectivement, cette philosophie-là, j'ai décidé de pousser cette recherche en fait et de comprendre encore ce qui marchait ou pas sur moi. Et oui, effectivement, ça a complètement développé mon système immunitaire, oui, c'est sûr. Est-ce qu'à travers tes expériences extrêmes, tu as gardé des traces physiques ou mentales à l'image un peu de cette immunité boostée ? Oui, complètement. J'ai été très marqué par des expériences de vie où je le souhaite pas à mon pire ennemi. C'est vrai qu'une fois, on l'a survolé, mais une des histoires très phares qui a fait le show et le buzz sur Internet, c'est effectivement cette histoire de scorpion, où je me suis fait piquer par un scorpion dans le Grand Canyon. Et en fait, ça m'a traumatisé. Pas par le dépassement de soi et par se dire je vais m'accrocher à la vie parce que l'instinct de survie, qu'on le croit ou non, tout le monde l'a. Voilà. C'est juste qu'on décide pas de sortir de sa zone de confort pour se mettre en difficulté. Mais là, en fait, ce sentiment, il était atroce parce que en fait, j'avais pas de connaissances sur le scorpion qui m'avait piqué et en fait, je pensais que j'allais mourir, quoi. Et donc, je me suis dit en 1 minute. Ça va s'arrêter. Et ce sentiment-là, il est atroce. Ouais, j'imagine. Et tu t'en veux tête mythe là, tu t'en veux. Et effectivement, il y a ce côté un peu, ta vie passe à travers ta tête. Ça m'est arrivé comme ça. Donc oui, je suis marqué par ces choses-là. Mais encore une fois, ma vie est faite d'expériences extrêmes. Et c'est comme ça, en gros, en mode masterclass, que j'apprends. Chacun a sa façon de faire, moi c'est ma manière, mais je reste très 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 marqué de plein de situations. Oui. Tu t'es vengé après parce que tu as mangé tout un tas de scorpions. Ça a quel goût un scorpion ? Un scorpion, ça a un goût de poulet grillé, donc carrément. Et alors, puisqu'on est ici, on parle de prot, on parle d'oméga, on parle de vitamines. Il faut savoir qu'un scorpion, c'est extrêmement riche en protéines et que l'équivalent d'un scorpion, c'est presque un steak de 250 grammes, quoi. Donc vraiment, tu peux survivre. Et donc, en fait, c'est là qu'est toute la subtilité de l'aventure et de l'exploration.
c'est que, contrairement à ce qu'on peut penser, où l'homme chassait, en fait, il suffit juste de lever un caillou. Ouais, ça me fait penser, je sais pas si tu connais, tu dois sûrement connaître. Tu sais, il y avait une émission qui s'appelait Man vs Wild. Ouais, avec Bear Il y avait Grylls. toujours le moment, si tu veux, où il te sortait un énorme verre. Eh ouais, mais dans un sens, en Le mec, fait, il va faire ça. l'origine de l'expédition, c'est aussi la survie. Et la survie, ça passe par la dépense calorique que tu vas fournir pour réussir à manger. Et en fait, tu te rends compte que de base, on bouffe des végétaux, quoi. Parce que te faire un arc et une flèche, aller chasser la biche, moi, je te regarde personnellement. Voilà. Bon, après, il y a des peintures rupestres qui le représentent, donc il doit y en avoir quand même un petit peu. Évidemment qu'on a évolué avec la chasse, on a évolué avec plein de choses et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est ce qui est très drôle aussi, et ce lien sur lequel on pourrait avoir avec Nutri&Co, c'est que en fait, c'était déjà là, en fait. C'est là, et des fois, il n'y a pas besoin de fournir beaucoup d'efforts pour accepter que on puisse se servir de des choses qui sont bonnes pour nous et d'une manière légitime et naturelle. Et ça, c'est important. Et moi, dans l'aventure, quand je mange un scorpion, clairement, c'est évidemment que ça fait le show. Je me fais des brochettes des fois. Donc, non, c'est vrai que j'ai fait des émissions de télé. Les mecs, ils disent, ouais, en plus, je cuisine en faisant il y a une émission qui a fait le buzz comme ça où je cuisine avec la voix de Maïté. Donc, oui, évidemment. Question intéressante, c'est parce que tu es végétarien, je dis pas de bêtises en disant Oui, ça. complètement. Est-ce que tu restes végétarien quand tu es en expédition? Parce que quand on mange un scorpion, là, on l'est plus vraiment. Exactement. Et donc, très bonne question. Je suis végétarien jusqu'à que je meure, quoi. En fait, à partir du moment où ma vie est en danger, il n'y a pas de question de qu'est-ce qui est au menu. Non, il y a comment je vais réussir à le bouffer et comment je vais survivre. Donc oui, mais je suis végétarien et oui, je fais tout. Enfin, je suis flexi. J'ai même pas envie de dire que je suis végétarien parce que si j'ai envie de m'accorder un bout de viande à l'année, je vais le faire juste pour pas être carencé psychologiquement. Mais ça fait pas partie de mon alimentation. Néanmoins, mes expés, je les prépare en tant que végétarien. Ça veut dire que quand je vais voir un nutritionniste, quand je vais voir un naturopathe, on élabore un menu 100% végétarien. Et effectivement, il y a deux dimensions, c'est que la survie n'est pas toujours dans une expédition. Si t'es bien préparé, que t'as bien préparé ton menu, tu manges très bien. Et la survie, c'est encore un autre domaine. C'est quand là, vraiment, tu t'es retrouvé en galère, et là, ta vie en dépend, donc... moi, je suis nos limites à ce moment-là. C'est intéressant ce que tu dis sur cette espèce de régime alimentaire un peu évolutif aussi, en fonction des dangers que tu prends, etc. Nous, on a eu une grosse réflexion chez Nutri&Co autour de ça, puisque bon, tu l'as compris, Nutri&Co, ça s'inscrit un peu dans une fresque évolutionniste. On veut donner un rôle social à la nutraceutique. Et en fait, on a fait un constat simple, c'est que finalement, quand tu as une approche un peu anthropologique des choses, tu constates que le régime d'Homo sapiens a évolué en fonction de son biotope, mais également du stade évolutif auquel il en était. Et donc typiquement, c'est vrai que la part des végétaux a toujours été très grande, mais quel type de végétaux? Parce que tu vois, avant le néolithique, donc avant le moment où l'être humain a commencé vraiment à planter des graines et compagnie, on ne mangeait pas de céréales, ou en tout cas très peu, alors que maintenant, ça représente la majeure partie de notre alimentation, quoi. Donc il y a beaucoup de débats. Il y a aussi le régime paléo qui est quand même assez connu aussi dans le milieu, etc. Oui, complètement. Et nous, en fait, notre objectif, c'est de dire, peu importe le biotope où on se trouve, le constat, c'est qu'on n'a jamais 100% de nos apports optimaux. Parce qu'en fait, l'histoire de l'être humain, c'est cette fuite en avant nutritionnelle. Et d'où l'intérêt de la Nutra, d'aller chercher durablement 100% de ses apports. Et qui a encore, à mon sens... plus de résonance quand on est végétarien, parce que quand tu dis que tu fais une expédition végétarienne à un mec, le mec il dit mais tu vas jamais tenir, quoi. Donc voilà, déjà casser les codes à ce niveau-là, c'est une chose, et après justement montrer comment on arrive à le faire. Et c'est pour ça que moi je pense que cette collaboration qu'on va entamer, je l'espère, est étroitement liée en fait. Voilà, vraiment la réussite d'une aventure peut passer par la nutraceutique, donc totalement. Et du coup, j'ai une question là-dessus. On va aborder une partie plus Nutra et nutrition. Yes. C'est le youtubeur Nassim Saïli qui a fait une vidéo consacrée au régime alimentaire de Mike Horn lors de ses expéditions polaires. Donc, on mettra le lien en description parce qu'il est assez marrant de cette vidéo. Ouais. Il dit dedans que Mike Horn il consomme chaque jour 12 000 kilocalories. Oui. C'est 6 fois plus que ce que consomme quelqu'un on va dire de normal. Est-ce que tu peux nous parler de ton alimentation quand tu es en expé et des différences qu'il peut y avoir entre une expédition
polaire, tropical, désertique. Quelles sont les principales différences en fait ? La principale différence, déjà ça reste le biotope évidemment. C'est vrai qu'on va pas avoir du tout la même demande énergétique dans du polaire que dans du subsaharien, tropical, ou encore sur l'eau en train de naviguer. Donc déjà ça passe toujours par la même chose. Il faut se connaître soi. Il faut faire des tests sur soi, il faut savoir ce que ton corps a besoin, ce qui crame le plus vite et ainsi de suite. Donc ça c'est déjà la base, on va dire, obligatoire. Et ensuite, en fonction du biotope où tu vas, effectivement, on va parler donc de mon retour du cercle polaire arctique. Donc en gros, nous on progressait sur les mers gelées du Canada dans un célèbre endroit qui s'appelle le passage nord-ouest, qui a été fait donc par notre Mike Horn officiel et par 2 Norvégiens. Mike Horn, il a fait dans un sens où c'est toujours le seul à l'avoir fait, et nous, on s'était mis en tête, effectivement, de gruger le record. Et donc, dans une expédition polaire, effectivement, on a une demande énergétique qui est bien plus importante parce que on est très couvert. Donc, en fait, on transpire. Le but, c'est de ne pas transpirer, mais les différentes couches qu'on va avoir vont nous demander, en fait, vont nous faire cramer plus d'énergie, donc plus de calories. Donc forcément, on doit pallier à cette problématique-là et en ingérer beaucoup plus. Nous, sur le chapitre 2 du projet Icarus, nous avions un minimum de 9000 calories à ingérer par jour. Voilà. Passer ce seuil, on est en danger. Ça veut dire que si on ingère moins de 9000 calories par jour, quand tu couples ça sur des données de temps, en fait de longueur, et d'absorption journalière et conditions météorologiques, en fait ce calcul-là, il te dit t'es à moins 10, t'es à plus 5, t'es à moins 20, et après il te dit t'es mort. En fait, t'es pas mort, mais en tout cas, l'aventure s'arrête. Donc t'es pas bien. Voilà, parce que au lieu de taper dans des mauvaises graisses, tu vas taper dans tes muscles, et ainsi de suite. Tu vas t'appauvrir au point de plus pouvoir avoir de force. Donc 9000 calories, typiquement dans une expédition polaire, elles sont réparties d'une manière très 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 précise. Pourquoi ? Parce que on s'arrête pas dans le froid. Donc en fait, il faut toujours être en action. Le froid, nous, cette année, on a eu jusqu'à moins 66, donc qui est un froid glacial, où une erreur te coûte ou la vie ou l'arrêt complet de ton expédition. Et donc, quand tu te lèves le matin, je vous fais une petite journée classique, si ça vous intéresse. Ouais. Donc, on part du matin, 5h du matin, après ne pas avoir dormi, évidemment, puisque je vais vous raconter une petite anecdote vraiment mais incroyable. C'est que le changement de température sur la banquise crée des fissures. Ok ? Mais des fissures, donc là où tu plantes ta tente. Toi, tu es sur la mer, tu plantes ta tente sur la mer qui a gelé. Ok ? Tu te mets dans ton duvet, donc il faut bien comprendre qu'il fait des fois moins 50, qu'il y a du vent, donc monter le camp c'est compliqué, t'es installé, tu manges, tu fais ton réchaud, tu te réchauffes, tu regardes les bobos de l'autre, tu passes un coup de téléphone liaison satellite à ta famille, est-ce que tout va bien, patati patata. Arrive la phase intelligente où tu rentres dans ton duvet et où là, ça prend quand même 10-15 minutes à rentrer dans ton duvet parce que t'as 2 duvets, t'as un duvet en plume d'oie qui est à l'intérieur d'un duvet en synthétique, et donc en gros, c'est des duvets ultra compétents norvégiens, et tu rentres dedans, et puis là, tu te dis, ça y est, je vais passer mes 2-3 heures jusqu'à demain matin. Et donc, ce jour-là, première fois que ça m'arrive, puisque c'est ma première aventure sur la mer gelée, j'entends un bruit, mais énorme, quoi. Je me dis, je regarde mon partenaire, je dis, mec, t'as entendu et tout. Et puis tu sais, t'as mis 40 minutes à rentrer dans ton duvet. Donc, non, t'as pas entendu. T'as pas entendu en fait. Et ça t'empêche tellement de dormir qu'à un moment donné, tu sors et puis t'es vraiment comme un con, quoi. Tu sautes sur la banquise et ça a l'air solide, hein. Mais un quart de seconde dans ta tête, tu te dis, imagine, je suis sur un bout qui se décroche et je suis du mauvais côté. Donc déjà, tu dors pas. Voilà, ça je te le dis. Il y a une image qui a fait le tour de la toile, qui m'a valu des portraits, machin et tout, où j'ai gagné plein de concours sur des portraits parce que j'ai un scotch sur le nez. C'est ta photo Insta aussi. Voilà, ma photo de profil. Et en fait, après, tu démarres. T'as pas dormi, tu démarres ta journée. En général, ça démarre le matin.
il faut comprendre que le camp, c'est ta seule zone de chaud. Donc en gros, le matin, tu te fais chauffer ton eau pour la journée, que tu mets dans des thermos, l'eau chaude, qui de toute manière va congeler. Donc c'est juste une question de temps. Donc tu bois ton petit café, tu fais ton porridge. Le but du matin, donc nous on est très copains avec Borgi Ausland, le pote de Mike, avec lequel on fait des stages en Norvège et tout ça, et qui nous donne sa fameuse recette du porridge qui fait 1500 calories en un coup. C'est solide. Donc tu prends le porridge le matin et ensuite quand tu pars, tu avances sur tes skis, donc des skis nordiques, donc c'est des skis tout fins, et après tu as ta poulka qui pèse, moi la mienne pesait 150 kg, que tu traînes en fait à travers ton champ de Pâques que j'ai expliqué tout à l'heure. Et t'avances. C'est 8, 10, 12 heures d'effort par jour. Pendant ces 10-12 heures par jour, t'ingères que des barres de céréales, tu t'arrêtes, une micro-pause de 3 minutes, tu manges ta barre, tu bois un coup d'eau chaude ou de café que tu as préparé à l'avance, et tu repars, et ainsi de suite, jusqu'au soir. Au soir, tu arrives, tu montes ton camp, tu fais tout ce qu'il y a à faire, et il y a une étape très très importante, c'est le piège à ours. Voilà. Donc le piège à ours, pour vous mettre dans la condition, c'est une espèce une espèce de sécurité qui a été inventée par un Norvégien aussi, où tu plantes des piquets sur la banquise. Donc je t'explique, planter des piquets sur la banquise, ça paraît simple comme ça, mais en gros ça s'enfonce pas. On n'est pas dans la neige, donc il faut que tu fasses des trous, que tu mettes ton piquet, et tu mets des piquets en périphérie circulaire autour de ton camp. Et en gros, chaque piquet, tu as ce qu'on appelle une fusée ou une détonation qui est reliée à un détonateur. Et en gros, on glisse un tout petit fil à hauteur de prédateur. Donc un ours, on va le mettre à 50, 60 cm, 80 cm. Ce qui fait que si le prédateur passe à travers ce mécanisme, il déclenche une fusée. Si tu as un système de protection, tu sais, en fonction de là où tu l'as mis, que c'est le premier, donc il est à tant de mètres, juste au bruit. Si tu entends le deuxième, tu sais qu'il te reste l'arme de poing. Est-ce que je vais te demander, est-ce que tu as une arme? En fait, on n'en parle jamais de ça. On n'en parle jamais parce que, évidemment, ta vie en dépend, mais on est obligé d'avoir une arme de poing. Sinon, de toute manière, les autorités locales ne te laissent pas partir. Parce qu'il y a un risque qui est fort de se faire attaquer par des ours en fonction de la période. Et donc, le soir, tu vas te retrouver dans ta tente et effectivement, tu as mis ton camp et donc là, tu as ingéré en fait tes 1500 calories du matin, tes 6-7 barres de 300-400 calories, et là le soir c'est festin quoi. Donc le soir on sort des repas qui ont été cuisinés par un chef étoilé, qui sont sous vide, ou alors on a un repas lyophilisé, où on a du chocolat pour justement sécréter de l'endorphine pour que ça nous fasse du bien et tout ça, parce que c'est quand même très dur. Donc voilà, donc ça c'est voilà comment tu ingères 9000 calories par jour en une journée. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est comment tu fais pour te changer quand il fait moins 50, et également le rapport à l'hygiène. On en a parlé un peu en off. Oui, c'est vrai. L'hygiène, personne ne veut en parler parce que c'est ultra tabou, c'est comme la nourriture. Personne ne sait vraiment en fait comment on se nourrit. Est-ce que tu fais de la nourriture lyophilisée, de la nourriture desséchée ou du repas compact pré-cuisiné, sous vide? Et c'est pareil pour l'hygiène. C'est vrai que l'hygiène, on en parle très peu, mais en gros, dans une expédition polaire, sauf à tes ravitaux, c'est-à-dire une fois tous les 2 mois typiquement, tu ne te laves pas. Et donc il y a toujours ce petit génie qui est là et qui dit oh mais attends, comment ça tu te laves pas et tout, t'as qu'à prendre des lingettes au moins. Alors je t'explique, la lingette elle est faite à 80% d'eau, donc ça veut dire que je la sors, elle est gelée, quoi. C'est un parpaing. Donc tout ce que tu vas faire, c'est d'utiliser ton parpaing, qui est d'avoir 1 kilo de plus dans ta poulka qui ne te servira à rien, que tu ne peux pas jeter parce que tu es un mec justement qui est attentionné et qui fait attention à l'écologie, et du coup tu te trimbales ton parpaing pendant 6 mois. C'est pas la solution. Donc quand tu as compris ça et que tu es du métier, tu te laves pas. On va se le dire comme ça. Mais cela dit, est-ce que tu peux te changer, c'est-à-dire sur des températures de moins 40, moins 50, ouais. Aller jusqu'à te mettre torse nu pour mettre un nouveau t-shirt? Oui, complètement. Ça, tu en fait, la laine de mérino, on a ce qu'on appelle du consommable. Donc la première couche qui est collée à ton corps, c'est de la 100% de laine de mérino. C'est une laine issue du mouton qui respire énormément. C'est un type de mouton particulier qui fournit une laine particulière qui tient très chaud, qui n'a pas de mauvaise odeur, qui ne
moisit pas, qui transpire correctement, enfin qui respire correctement. Et donc ça c'est la première couche que tu as. La laine de Merino, c'est comme un duvet, c'est un durée de vie déterminée. Ça veut dire en gros, là on parle que du polaire encore une fois, mais après je pourrais aborder d'autres sujets si vous voulez. Mais en gros la laine de Merino, elle a une durée de vie quoi. Donc pendant 2 semaines tu as gardé ta laine de Merino, au bout de 2 semaines tu changes ta première couche. Donc là dans la tente en fait, et je fais une très grande j'insiste vraiment sur ce que je vais dire, c'est que ce que je vais expliquer, si tu ne sais pas le faire, tu ne dois pas le faire. Il est interdit de mettre un réchaud dans sa tente, sauf que quand tu es à moins 50, tu mets le réchaud dans ta tente. Donc ce qui fait que tu crées de la chaleur dans ta tente, mais aussi que tu dégages des mauvais gaz. Des gens sont morts dans leur tente asphyxiés, donc il faut vraiment avoir une très grande pratique de ça pour pouvoir le faire. Mais ce qui te permet en fait de toujours, même si c'est en négatif, de passer des fois à moins 10, moins 20. Et du coup, de pouvoir te changer correctement dans la tente, et donc d'enlever tes sous-couches, et de toute manière de regarder tes bobos, puisqu'on est obligé de regarder nos bobos, pour pas que ça pourrisse ou les engelures et tout ça. Voilà, donc ça c'est pour le côté expédition polaire. Et effectivement, la question qui revient le plus souvent, est-ce que tu préfères le chaud ou le froid ? Après coup, je préfère le froid parce qu'il y a toujours moyen de se réchauffer, alors que le chaud, t'as chaud, ça s'arrête pas, c'est comme ça et tu dois subir. Mais j'adore le chaud aussi. Et quels que soient les biotopes où je me retrouve, qui sont assez reculés, il y a une chose qui les unit tous, c'est cette sérénité, quoi. Voilà, ce calme. Seul face aux éléments, quoi. Exactement, à la nature. Et qu'est-ce que tu manges dans le désert du Sahara, par exemple ? Alors dans le désert du Sahara, on va être beaucoup plus dirigé, on va pouvoir préparer des repas avec un réchaud aussi, pareil, de la même manière. On va pouvoir boire aussi, pas mal aussi, parce que le problème du désert, c'est la réserve d'eau. C'est ça le plus gros problème, c'est l'hydratation. Chose que tu n'as pas du tout comme problème dans le froid. Donc là, souvent, t'es très chargé en eau, et de toute manière, il n'y en a pas, donc c'est beaucoup se ravitailler, se rationner soi-même pour avoir de l'eau, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'avoir des ravitaux. Donc après, ce qui est bien, c'est que tous les aliments ne gèlent pas. Donc en gros, tu peux avoir des barres de céréales, tu peux avoir plein de condiments, plein de choses que tu peux prendre qui ne vont pas geler. Une barre de céréales, si elle est basique de chez Monsieur Tout le Monde, du supermarché, tu la manges, tu te casses une dent en cercle arctique. Alors que dans le chaud, tu vas avoir quand même accès beaucoup plus de gamme de produits et beaucoup plus de facilité de manger. Voilà, avec tu vois, par exemple, des gels hyper protéinés ou plein de choses comme ça qui vont te permettre de tenir. Ouais, qui est très attenant en fait au trail aussi, tu vois, tous ces produits qu'on va retrouver dans le trail, tu vas le retrouver dans le désert un peu voilà. Si tu devais prendre, on va faire un peu de promo à Nutri&Co. Si tu devais prendre un seul produit Nutri en expédition, lequel tu choisirais, sachant que il y a un mois, on t'a envoyé un petit colis avec quelques produits et du coup, tu as pu en tester quelques-uns. Ouais. À toi. Alors, pour être totalement franc, je peux pas répondre à cette question, tout simplement parce que je les ai pas tous testés, et que si tu me demandes ce que je prendrais dans la gamme des choses que j'ai testées, j'aurais tendance à dire spiruline, curcuma, mais là, en vue de ma venue et des échanges que j'ai eus ici, on va rediriger aussi un petit peu mes choix sur d'autres produits pour lesquels je vous ferai un vrai retour, puisque je vais être mis un petit peu à l'épreuve avec les courses qui vont arriver. Donc vraiment, c'est une très très belle façon de tester ce qui fonctionne sur moi et pour faire un retour. On a un produit aussi qui va sortir dans peu de temps. On peut commencer à faire un petit teasing. Et je pense à toi en fait, tu vois, autour de son sujet. On va sortir en fait une souche lactique, donc un probiotique qui a des effets sur le stress, positifs en fait sur la régulation du stress. J'imagine que dans des expéditions, parfois tu peux être confronté à un niveau de stress élevé. Très élevé. Est-ce que ces niveaux de stress peuvent entraîner des troubles digestifs parce qu'on sait que l'axe intestin-cerveau, c'est quelque chose de très puissant. Et est-ce que c'est un produit qui pourrait te sembler intéressant dans ce cas de figure ?
Complètement. Il faut savoir que moi, typiquement, alors encore une fois, je parle personnellement, mais le concept du transit, il est très important chez moi, effectivement directement relié au stress et à ce qui est en train de se passer. Donc oui, pour moi, ça serait très intéressant de tester ce produit, et surtout que il y a plein d'actions que je vais mener prochainement qui me permettront d'être grandeur nature, on va dire. C'est ça, c'est un peu le vrai test là. Ouais, voilà, c'est vrai que par contre, à contrario, à défaut de ne pas vous faire une annonce sur mon Expé de 2023, je peux vous faire une annonce qui n'exclut sur le Marathon des Sables pour lequel j'ai été invité. Donc, je suis invité sur le Marathon des Sables. En fait, je m'étais inscrit au Half Marathon des Sables, et puis j'ai dit non, j'arrête le Half Marathon des Sables et je vais faire le Marathon des Sables. Donc c'est très drôle. En gros, ça double la distance et c'est beaucoup plus dur. Et donc, l'exclu, c'est que, vous le verrez certainement passer parce que ça va être très médiatisé, je fais le Marathon des Sables pieds nus. Ça m'aurait étonné, après tout ce qu'on s'est dit. Voilà. Bravo, hein, gros défi, du coup. Extrêmement, carrément. Ça va être un gros défi, mais voilà, défi de taille. Et puis, il y a un sens par rapport à 2023. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Je pense qu'on va pouvoir clôturer. Ouais. Merci beaucoup, Laurie. Merci à vous. Génial de t'avoir eu. Ouais, merci de t'avoir eu avec nous aujourd'hui. C'était vraiment génial, passionnant. Tous les deux avec JB, on est vraiment fans d'aventure, C'est ce que vous m'avez dit, ouais. On est passionnés d'histoire aussi parce qu'en fait, l'histoire de l'humanité est jalonnée d'aventuriers. Et d'en avoir un avec nous aujourd'hui, c'était vraiment un grand plaisir. Mais plaisir partagé, en fait. C'est pour ça que je me suis donné du mal pour venir aussi, pour vous rencontrer et partager ces moments avec vous. Voilà, et comme je vous l'ai dit par téléphone, la prochaine étape, c'est le terrain. Voilà, il n'y a qu'une façon de savoir aussi si on peut transformer ça en choses agréables, c'est d'aller sur le terrain et j'aurai l'occasion de vous faire, je l'espère, découvrir des choses incroyables. Avec grand plaisir. Voilà. Alors, cette fois-ci, on a un petit cadeau pour vous, comme régulièrement. On va vous faire profiter de la spiruline. On a un code promo qui vous donne droit pendant tout l'été, donc juillet et août, à une mini spiruline Nutri&Co, donc 120 comprimés, et on vous l'offre sur chaque commande passée sur le e-shop avec le code promo suivant. NutraLoury, donc NutraLoury. Vous tapez ça au moment de votre commande et vous aurez automatiquement une petite spirule en plus. Je précise que je n'étais pas du tout au courant. C'est magnifique. Mais je pense que non, mais c'est génial. Moi, je suis pas au courant. Voilà, c'est une petite surprise. Donc merci Pauline d'avoir organisé ça. Hein, super. Vous pouvez retrouver ce podcast sur notre blog et toutes les applications comme Spotify ou Apple Podcast. Quelle que soit la plateforme que vous utilisez, laissez-nous votre commentaire et vos avis, ça nous aide vraiment à nous améliorer. Et si vous avez des questions supplémentaires pour Laurie ou pour l'équipe Nutri&Co, n'hésitez pas à les poser, on vous répondra. De toute façon, Laurie, on reste en contact avec lui régulièrement. On va également en profiter pour donner un Instagram. Oui, carrément. Mon Instagram, c'est Laurie Explorer, forcément, hein, ça coule de source. On peut me retrouver sur ce réseau. C'est celui où je suis le plus actif, voilà, et où je partage le plus possible mes aventures quotidiennes et à venir. Voilà. On le mettra en lien en description de ce podcast. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous. C'est super. À la fin, là, la petite journée type, c'était passionnant. Ouais. On va pouvoir aller manger un porridge de Mike Horn de 4000 calories.